Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à vous tous de partout où vous nous suivez dans cet entretien sur Mikoba Télévision. L'invité du jour qui reçoit pour vous toutes les semaines une personnalité avec qui échanger sur un sujet d'actualité. Notre sujet du jour, il s'agira tout simplement de la situation sécuritaire à l'est du pays et de l'évolution de la situation. Nous essaierons de faire sur ce plateau une analyse globale de tout ce qui tourne autour de cette agression du M23 sous couvert du Rwanda. Et pour en échanger aujourd'hui, je reçois pour ce plateau monsieur Jérémy Kapand dans sa casquette d'analyste politique. Monsieur Jérémy, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Je vous remercie d'avoir songé à nous. Et justement, comme je le disais, avec vous, nous essayerons de faire une analyse globale de cette situation de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Déjà, on sait que le M23 qui a progressé sur le terrain, qui a pris quelques localités, comme nous le savons tous, pour essayer de calmer cette situation, cette tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On a vu plusieurs personnalités, des chefs d'État ou encore certaines personnalités internationales influentes défiler à Kinshasa, rencontrer le chef de l'État, faire des discours selon lesquels ces personnalités s'investiraient pour la fin de cette guerre. Alors, est-ce que, d'après vous, on peut compter sur toutes ces visites-là, sur tous ces discours, pour mettre un terme, pour faire cesser les armes à l'est du pays? Je pense que nous avons un problème sérieux chez nous au Congo. Tous ces gens qui ont défilé, je pense que nous avons commencé de parler avec l'agresseur depuis longtemps. Nous avons négocié avec l'agresseur à Luanda, nous avons négocié avec l'agresseur à Nairobi, nous avons négocié avec lui à Kinshasa, ainsi qu'à Goma. Et non seulement une fois, deux fois, trois fois, quatre fois comme à Luanda, le président s'y est rendu à plusieurs reprises. Et jusque-là, nous voyons que les négociations ne produisent absolument rien. Un État ne peut pas baser toute sa sécurité sur les négociations. Et là, un pays qui est à tout moment prêt à pouvoir négocier avec l'agresseur, c'est un pays qui montre ses faiblesses. Bien, nous devons parfois à un certain moment être sérieux et aimer ces pays. Vous savez, nous avons beaucoup négocié et ça n'a rien produit. Le roi des Belges est venu ici, nous lui avons dit de quoi s'agit-il. La République démocratique du Congo est victime en fait d'un complot international. Tout le monde sait ce qui se passe, mais personne ne fait rien pour nous. Alors, le roi des Belges et son premier ministre avaient dit que personne ne peut vous protéger. Seuls vous-même les Congolais, vous pouvez vous protéger. Ça signifie nous-mêmes Congolais, avec nos forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, seuls force sur qui nous pouvons compter. Et donc les négociations ne produiront rien parce que la négociation c'est une position de faiblesse. Ce que nous devons savoir est que l'option politique a échoué, l'option diplomatique a également échoué, bien que nous pouvons toujours continuer à parler, mais l'unique option que nous pouvons envisager pour l'instant c'est l'option militaire. Et d'autant plus que celui qui est derrière le M23, le Rwanda et son parrain Paul Kagame, lui n'écoute que la voix de la violence, donc la voix des armes. Quelqu'un qui n'écoute que le langage des armes, vous ne pouvez pas aller avec lui en négociant. Ça fait déjà combien de fois que la République est en train de négocier avec les Rwandais? Et puis, pourquoi nous négocions? Puisque ces gens sont chez nous. Ils sont dans la République démocratique du Congo. Et donc, nous devons d'abord les chasser. C'est ce qui compte. Plus nous négocions, ça montre que nous sommes faibles. Et donc, nous devons changer de stratégie et opter pour l'unique option qui nous reste encore pour pouvoir trouver solution à cette situation. Donc, toutes ces personnalités qui vont et viennent à Kinshasa, on ne peut rien espérer d'eux? Nous ne pouvons rien espérer de ces gens puisque ce n'est pas la première fois. Et ils continueront encore à venir, ils viendront encore, mais si nous comptons sur ces gens pour assurer notre sécurité, nous sommes mal partis. La guerre était à 40 km de Goma, actuellement nous sommes à plus ou moins 20 km de Goma. Et donc les rebelles sont en train d'échouer, d'avancer plutôt. Toutes les stratégies jusque-là que la République démocratique du Congo est en train de mener, je pense qu'elles ne portent pas encore de bons fruits. D'ailleurs, une autre négociation. Nous avons négocié à Nairobi. Après Nairobi, il n'y a pas 4 ou 5 jours, nous étions encore en Angola pour négocier. Et le sommet de Luanda a donné 48 heures au mouvement du 23 mars avec son parrain Kagame de pouvoir quitter, déposer les armes et quitter notre sol. Mais 48 heures après, le M23 a rejeté cet accord. Et donc ils ont dit, ce que vous vous êtes dit à Luanda ne nous concerne pas. Le gouvernement doit nécessairement prendre en compte en fait les revendications du mouvement du 23 mars. C'est à ce moment-là que ces gens pourront se retirer. Et tout ça montre la faiblesse de notre État. On ne négocie pas avec un terroriste. Aux États-Unis, quand vous y allez, il y a une loi qui
qui vous indique que les États-Unis ne négocient jamais avec un terroriste. Ces gens nous tuent, ces gens nous pillent, ces gens nous volent, ces gens sont chez nous. Et là, on se pose même la question, que faisons-nous dans la francophonie? Vous l'avez souligné tout à l'heure, la diplomatie aurait échoué. Mais pourtant, la communauté internationale continue à obliger, on va dire, au président Tshisekedi, au gouvernement congolais, d'aller dans des pourparlers pour négocier avec le M23, alors que le gouvernement congolais a déjà montré sa position. Le gouvernement ne veut pas discuter avec ces rebelles-là, jusqu'à ce que ces rebelles se seraient retirés de leur position. Mais la communauté internationale continue à exiger à la République démocratique du Congo d'aller vers ces personnes, s'asseoir à la même table pour discuter. Quelle analyse vous en faites? En fait, nous avons un problème sérieux ici chez nous. La gestion stratégique de l'État nous manque. Nous ne devons pas tout dire. Et donc, tout ce que nous faisons, nous le mettons à la place publique et tout le monde sait que non, les Congolais ont acheté 2 avions, tout le monde sait que les Congolais ont acheté 2 armes. Ça, c'est une mauvaise façon de gérer la chose publique. Nous pouvons bien continuer à dialoguer avec ces gens. La communauté internationale nous exige de pouvoir négocier avec ces gens, alors que la même communauté internationale sait que nous sommes agressés, sait que ces gens sont en train de tuer et sait que nous sommes faibles, puisque nous sommes sous embargo, sous le système de notification. Vous achetez une arme, vous signalez à celui qui parraine le mouvement qui vous tue que nous avons acheté telle arme avec telle caractéristique. Ce qui démontre une injustice de la communauté internationale. Ces organisations sont là pour nous accompagner, mais nous devons beaucoup plus travailler sous l'ombre et que les résultats puissent se voir sur terrain. Si nous sommes très forts sur terrain, nous poussons, nous frappons ces Rwandais, vous verrez que la même communauté internationale va changer de langage et viendra maintenant chez nous. Non, non, les M23 doivent venir négocier. Présentement, on nous demande à nous de négocier avec les M23, puisque les M23 semblent être dans une position de force. Position de force, et même le secrétaire général des Nations Unies qui le dit. Il dit non, la puissance des feux que détient les M23 est supérieure par rapport à ce que nous détenons, nous et les FRDC combinés. Donc FRDC, MONUSCO combinés, leur puissance de feu est inférieure à ce que le M23 avec son parrain Kagame est en train de dégager. On se demande, que fait alors la MONUSCO ici? Si vous nous dites que vous êtes incapable de pouvoir protéger le Congolais, incapable de pouvoir assurer la stabilité sécuritaire au Congo, vous faites quoi au Congo? Il faut partir alors chez vous. Et donc cette même communauté internationale joue à un double jeu. D'un côté, on vous dit d'aller aux négociations. De l'autre côté, ils sont en train de soutenir ceux qui sont en train de nous agresser. Regardez le cas de la francophonie. Je l'ai évoqué à un moment donné ici. Nous sommes membres de la francophonie. La République démocratique du Congo est 2e pays francophone après la France. Et donc, nous faisons la promotion de la culture d'un pays qui est parrain du parrain de celui qui nous attaque. La France, c'est ce que le Rwanda fait, et l'appuie même. Le Rwanda appuie les M23, les M23 viennent nous tuer, mais nous sommes frères, puisque nous sommes dans la même organisation, l'OIF, et rien ne se fait, la France ne les condamne pas, on prend même l'organisation en question dans le secrétariat général au Rwanda. Alors que les Rwandais ne parlent plus français, les Rwandais parlent l'anglais, les Rwandais parlent swahili et les Chinois. Ils apprennent à leurs enfants à écrire, à parler le chinois. Mais vous voyez un peu tout ça et que nous, Congolais, nous devons nous prendre en charge. Nous devons comprendre ce qui se passe. La gestion du pays, ce n'est pas le message sur les réseaux sociaux, ce n'est pas mentir le peuple à la télévision avec des gros français, ce n'est pas nous dire autre chose alors que la réalité sur le terrain est autre. Les mensonges, on nous a toujours dit que les mensonges donnent des fleurs mais ne donnent pas de fruits. Vous pouvez nous mentir que non, nos forces armées ou nos forces de sécurité se comportent très bien sur le terrain, mais 2 jours, 3 jours, on vous dit que non, la guerre est à 20 km de Goma. Pourquoi vous nous faites ça? Et donc, le peuple congolais a droit à la vérité, mais le peuple congolais doit se prendre en charge. Alors, le président Paul Kagame du Rwanda, qui a toujours nié son implication dans cette agression du M23, se lève lors des pourparlers qui ont eu et accepte de demander au mouvement, à ce mouvement rebelle de se retirer. Il le dit, il dit qu'il va demander à ce mouvement de se retirer de ses positions. Est-ce que ce n'est pas là un aveu? Est-ce qu'il ne reconnaît pas qu'il est... Il a été pris dans son propre piège. Lui était en train de nier dès le début qu'il ne connaissait pas tout ce qui s'est passé. Les M23 et lui, c'est 2 choses différentes. Les M23, c'était un mouvement congolais qui revendiquait on ne sait quoi.
Mais plus il y a une pression internationale qui s'accentue, plus Kagame est en train de plier. Il était en train de nier, mais s'il ne savait pas ce qui s'est passé, si réellement il était innocent, il devait continuer dans la même position. Mais arrivé à un moment donné, il a compris qu'on ne peut pas continuer dans le mensonge. Soit il a été pris dans son propre piège et il a accepté. Lui qui niait au début, mais il a accepté. Nous l'avons eu. Et donc c'est une petite victoire, mais qui n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Nous l'avons quand même eu. Et déjà là, tout le monde sait. Même ceux qui étaient en train de le couvrir comprennent que non, nous avons été démasqués. Alors le Rwanda a accepté de pouvoir retirer ses hommes. Nous l'avons toujours dit que le M23 est soutenu par le Rwanda. Le Rwanda fournit armes, ressources humaines, logistique, motivation et tout ce qu'il faut au mouvement du 23 mars pour venir tuer au Congo. Puisque notre instabilité, l'instabilité de la sécurité au Congo favorise la stabilité de l'économie au Rwanda. C'est pourquoi tant que nous sommes en insécurité, nous sommes en instabilité politique, les gens sont en train d'être tués, le Congolais est en train de trembler. Pour les Rwandais, c'est une très bonne chose. Ils sont en train de piller, ils sont en train de prendre. Et tout ça, c'est toujours l'erreur aux gouvernants congolais. Le mouvement du M23 avait été défait depuis 2013. Avec l'avènement du général Mamadou Ndala, le général Baouma, depuis 2013, le mouvement a pratiquement disparu. Et il fallait attendre en 2019 que ce régime arrive pour que ce régime invite les gens du M23, les terroristes, à Kinshasa. Ils ont négocié avec eux pendant 14 mois. Ces gens étaient logés à Kinshasa, nourris à Kinshasa, dans les frais du trésor public congolais. Et après, ils ne se sont pas entendus, ils se sont séparés à queue de poisson. Les gens de M23 ont été frustrés, puisque le régime actuel, tout le monde le sait, qu'ils tiennent trop de promesses et ils ne réalisent pas ce qu'ils font. Ils ont été frustrés, ils sont répartis à l'Est, ils ont pris les armes, et cette fois-là, maintenant avec un allié de taille, et voilà dans quelle situation nous nous retrouvons, puisque nous ne prenons pas la gestion de la chose publique au sérieux. Alors, tout d'abord, toujours dans la lutte pour le retour de cette paix-là, il y a eu des propositions sur le processus de Nairobi qui devait commencer lundi dernier. Malheureusement, il n'a pas eu lieu. C'est le président du Kenya qui a fait le déplacement vers Kinshasa pour parler avec le président Tshisekedi. Mais finalement, une autre rencontre a lieu. Il s'agit de ce mini-sommet de Luanda qui s'est tenu ce 23 novembre plutôt. Président Kagame, grand absent de cette rencontre, il s'est fait représenter bien entendu par son ministre des Affaires étrangères. Est-ce que cela ne démontre pas finalement le manque de volonté du président Kagame de mettre fin à cette guerre? Moi je pense qu'il a eu tout simplement honte d'y aller encore. Ce sont les mêmes choses qui sont en train d'être dites. Ça a été dit en Nairobi à plusieurs reprises, ça a été dit à Kinshasa à plusieurs reprises, ça a été dit à Luanda. À Luanda, ce n'est pas la première fois, ça peut être la 3e ou la 4e fois. C'est la même chose, la paix, retirer les M23, la paix. Alors, il viendra encore faire quoi? D'autant plus qu'au premier sommet, Kagame était en train de nier sa participation dans les mouvements rebelles. Mais dernièrement, il a accepté. Alors, il y aura une certaine contradiction. Lui qui niait, et puis arrivé encore aujourd'hui, il vous dit non, je vais essayer de parler avec les Rwandais, les M23, pour voir comment ils vont se retirer. Moi, je pense que Kagame a eu honte de venir et que ce que nous devons faire, ce n'est pas compter sur lui. Que le sommet ait lieu ou pas, ce que nous devons faire, c'est de pousser Kagame. Je pense que la pression populaire est en train d'avoir effet. Et puis vous voyez encore une autre chose qui montre que nous ne sommes pas sérieux. Le président Uhuru Kenyatta arrive au Congo. Il est venu pour les négociations de paix. Il est à Kinshasa avec des politiciens et après il quitte Kinshasa pour aller à l'Est. Il est accompagné de qui? Il est seul, en train de circuler au front. Au front, il a visité les camps de déplacés, il a vu la souffrance que le peuple congolais est en train de traverser. Et pendant ce temps, vous les Congolais, vous qui êtes agressés, vous propriétaires du pays et des minéraux qui sont en train d'être pillés, vous êtes à Kinshasa, en train de fêter, en train de manger et en train de boire. Lui, l'étranger qui est venu vous aider, vous le laissez seul à l'Est. On n'a vu ni Premier ministre, ni ministre de la Défense, ni même président de la République, puisque Uhuru Kenyatta, c'est un ancien président de la République qui est venu circuler chez nous, vouloir apporter la solution, mais on les laisse seuls. Et vous à Kinshasa en train de fêter, lui à l'Est en train de voir ce qui se passe là-bas. Et puis là, j'apprends qu'il y a 1000 militaires ougandais qui doivent encore venir. Et donc, la force de l'EAC sur laquelle nous comptons, il y a encore les Rwandais, il y a encore les Burundais, les Ougandais et les Kenyans. Les mêmes personnes qui viennent créer l'insécurité au Congo, vous comptez sur ces gens-là pour venir assurer votre sécurité.
Les sages ont dit, vous ne pouvez pas compter sur la personne qui a créé les problèmes pour qu'ensemble avec lui, vous puissiez trouver solution. Puisqu'en venant, il ne vient pas pour trouver solution, il va encore voir par où il faudra appuyer pour que la stabilité et la sécurité puissent continuer. Ne comptons pas sur ces gens-là, ne comptons pas sur la communauté internationale, ni sur la France, ni sur l'EAC, ni sur la SADC. Comptons seulement sur les FARDC, donnons-leur les moyens. Déjà, vers 2018, ils étaient 8e armée selon la puissance des faits. Et actuellement, nous sommes, ce n'est pas 11e ou 12e là. Ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes en train de régresser au lieu d'avancer. Alors nous devons être sérieux pour pouvoir protéger ces pays, pour pouvoir exécuter les 2 alinéas qui sont dans notre hymne national. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Comment pouvons-nous peupler le sol si le Congolais est en train d'être tué? Comment pouvons-nous assurer la grandeur de notre pays si les Rwandais sont à 20 km de Goma? Et donc, à l'instant où nous parlons, la République démocratique du Congo, ce n'est plus 1 245 410 km². On ne sait pas s'il restait combien. Nous avons donné la force à ces gens. Nous leur avons donné les contrats. On a donné l'entreprise pour aller, le pouvoir de créer l'entreprise en fait, pour aller raffiner notre or. Et donc nous avons donné la puissance, la force, le moyen à l'ennemi pour venir nous écraser. Et c'est ce que nous vivons. Une dernière question, puisqu'on n'a plus suffisamment de temps. L'une des résolutions de ce mini-sommet de Luanda était d'obliger le M23 à déposer les armes ou encore à se retirer de ses positions. Décision qui d'ailleurs devrait entrer en vigueur ce 25 novembre, donc ce vendredi 25 novembre. D'après vous, en 1 minute ou disons 45 secondes, est-ce que c'est une mesure qui sera bien appliquée par le M23? Je vous informe qu'au moment où nous parlons, les résolutions de ces mini-sommets ont été rejetées par le mouvement du 23 mars. Et donc, ne comptons pas sur les résultats de ces mini-sommets pour pouvoir retrouver la paix au Congo. Les M23 ont rejeté cela. Ils ont rejeté cela. Alors, nous devons chercher d'autres solutions. Comme je l'ai dit, l'unique moyen qui reste, c'est la solution militaire. Nous devons les battre sur le terrain avec les armes. Puisqu'ils ont déjà rejeté cela. Il y a déjà des manifestations à l'Est. Il y a nos frères qui sont du côté de l'Est qui sont en train de manifester. Ils ont déposé même les mémos à l'ambassade de France, à l'ambassade d'Angleterre et là à l'Est, au consulat plutôt. Et donc, c'est l'échec. Tous ces sommets, nous gaspillons tout simplement l'argent du peuple congolais pour rien. L'argent qui doit être affecté à l'achat des matériels militaires pour pouvoir soutenir les forces armées et pouvoir faire face à cette agression que nous sommes en train de subir à l'Est. Merci, puisque nous sommes arrivés au bout de notre timing. Je m'en vais directement vous remercier, monsieur Jérémy Kapan, pour avoir disponibilisé de votre temps et surtout d'être venu pour répondre à nos questions. Non, c'est à moi de vous remercier, d'autant plus que nous parlons du Congo. Nous serons toujours prêts pour apporter notre contribution en ce qui concerne la gestion du Congo. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Mikoba Radio et Télévision. L'invité du jour pour aujourd'hui, en tout cas, c'est terminé. On se donne rendez-vous très prochainement avec le même et réel plaisir, avec cette même volonté de servir notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Et donc, on reste tous forts derrière nos forces armées de la RDC et les efforts qui continuent à fournir au front. On va y arriver ensemble. Merci à vous. Au revoir.